Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler d'un actif ou plutôt d'une classe d'actifs que les moins de 30 ans ne connaissent pas, ce sont tout simplement les obligations. Il y a bien longtemps, un portefeuille était considéré comme équilibré quand il contenait 60% d'actions et 40% d'obligations. Et aux États-Unis, un portefeuille 60-40, c'était vraiment le moyen standard de préparer sa retraite. On entendait aussi parler de la règle Your Age in Bonds, votre âge en obligations, donc 20% à 20 ans, 40% à 40 ans, etc. etc. Et si vous allez sur le site par exemple de JP Morgan ou de beaucoup d'autres institutions, vous allez trouver leur modèle d'allocation et on trouve encore de gros pourcentages de leur portefeuille en obligations. On voit que leurs portefeuilles modèles ont parfois 50% d'obligations, d'autres fois 40%, d'autres fois 25% en fonction du risque que sont prêts à prendre les clients. Mais on voit que historiquement, les obligations, ça a toujours été une classe d'actifs très importante. Et si vous utilisez un robo-advisor pour épargner, en général au travers d'une assurance vie, il est probable qu'une part importante du portefeuille soit aussi en obligations. Et c'est vrai que les obligations, elles ont toujours fait partie du portefeuille standard, si vous voulez, qu'on trouve en finance. Et si vous avez fait des études justement de finance et encore plus de gestion de portefeuille, vous vous souvenez que tout tourne autour de cette idée de trouver le meilleur couple rendement-risque, et notamment en mixant actions et obligations. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons les banques centrales qui rachètent massivement les obligations d'État et on a donc, c'est de notoriété publique, une bulle sur les obligations qui ne rapportent plus rien. Et c'est vrai que c'est l'inverse de ce qu'on veut habituellement parce qu'on veut détenir des obligations quand les taux sont élevés et sont susceptibles de baisser et pas l'inverse puisque les obligations montent quand les taux baissent et inversement. Et on est exactement dans la situation inverse aujourd'hui où les taux sont bas, extrêmement bas, vraiment au plancher et ne peuvent a priori que remonter ou bien rester à ce niveau-là pendant encore un certain temps. Alors si je demande à quelqu'un de moins de 30 ans, il ne va pas avoir le problème d'avoir un portefeuille qui est 100% en actions et ou en crypto-monnaie. Mais en fait, je parle ici de portefeuille, mais il faudrait plutôt raisonner en termes d'épargne et de patrimoine. Et c'est vrai que si on demande à quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais il va avoir envie de stabiliser son patrimoine. On ne peut pas avoir un patrimoine qui est 100% en actions jusqu'à la veille de sa retraite. Le risque va être trop élevé. On parle de stabiliser le portefeuille et c'était justement ça l'intérêt des obligations et notamment des obligations d'État dans un portefeuille. Ça permet de stabiliser le portefeuille pour deux raisons. Déjà, elles sont moins volatiles à la base et elles sont décorrélées, voire inversement corrélées avec les actions. Mais ça, c'était avant. Et c'est ça le deuxième problème. On a vu le premier problème, les obligations sont trop chères, les rendements sont vraiment au plancher. Et le deuxième problème, c'est que cette fameuse décorrélation entre actions et obligations, voire même mieux une corrélation inverse entre actions et obligations, c'est quelque chose qui est terminé. Pourquoi ? Parce qu'on a maintenant les actions qui sont valorisées extrêmement chères et les obligations qui, en même temps, sont valorisées extrêmement chères. Et de quoi a peur le marché en ce moment ? Le marché a peur qu'il y ait une inflation durable. On est dans une inflation pour le moment court terme et la grosse question c'est combien de temps va durer cette inflation. Et si on est dans une inflation long terme, on sait très bien que ça va faire remonter les taux d'intérêt et donc baisser les obligations. Donc si on essaye aujourd'hui d'acheter les obligations pour protéger son portefeuille action, ça ne va probablement pas marcher. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut avoir un portefeuille équilibré ? On a cette ancienne part d'obligations qui est de 20, 30, 40% selon votre choix, dont on doit faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on met tout en cash ? Ou est-ce qu'au contraire, à l'inverse, j'ai envie de dire, on va tout mettre en action ? Et tout mettre en action, c'est ce qu'on appelle depuis plusieurs années TINA, There is no alternative, il n'y a pas d'autre alternative. Et pourtant, en cherchant, on peut essayer d'en trouver d'autres, des alternatives. Alors on va raisonner en fonction du risque. Si vous êtes vraiment très très prudent, ou par exemple si vous être proche de la retraite, la meilleure alternative, ça reste quand même tout ce qui est produits monétaires, fonds en euros, livrets, surtout si vous avez encore des fonds en euros et des livrets qui donnent des rendements intéressants. Donc vous allez garder un risque qui va être similaire à l'ancien portefeuille équilibré 60-40, voire même mieux, vous allez abandonner un peu de risque, mais vous allez aussi devoir abandonner du rendement. Si vous voulez augmenter votre part action, typiquement parce que votre ancienne part, obligation ou monétaire, était en fonds en euros et ne rapporte quasiment plus rien. Gardez en tête que placer la totalité de son épargne en action va augmenter la volatilité et le risque de votre patrimoine. Et en fait, vous pouvez limiter cet impact en investissant effectivement en actions, mais dans les secteurs les plus défensifs, la santé, ce qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire les fournisseurs d'eau ou d'électricité comme Veolia, EDF, Enel, Endesa, etc.
ou bien encore dans les entreprises de consommation de base comme Nestlé, Unilever, Danone. Si vous privilégiez un petit peu ces secteurs, notamment dans la part que vous augmentez, vous allez avoir des titres qui vont être globalement moins volatiles et qui vont avoir des résultats beaucoup plus stables que d'autres secteurs. Bien sûr, je vous le rappelle, mais c'est une évidence, si vous aviez toute votre épargne en actions, il faut diversifier au maximum les secteurs et les pays. Mais si on considère que la part obligation, notamment obligation d'État des portefeuilles d'avant, c'était une espèce d'assurance, c'est pas parce que votre prime d'assurance augmente qu'il faut soit supprimer totalement l'assurance ou bien alors qu'il faut prendre plus de risques, typiquement en mettant la totalité en action. Si on veut rester dans les produits obligataires ou monétaires, il reste quand même quelques possibilités. Le plus simple, c'est quand même de regarder du côté des ETF, parce qu'investir directement dans des obligations pour les particuliers, on va dire que c'est compliqué. Et ce qui reste pour trouver un petit peu de rendement du côté des obligations, vous allez avoir déjà tout ce qui est obligations indexées à l'inflation, qui ont souvent la mention Inflation Linked ou bien TIPS pour Treasury Inflation Protected Securities. Donc cette fois-ci, elles n'ont pas forcément un énorme rendement, mais vous savez que si l'inflation repart d'une manière durable, ces obligations vont profiter donc de cette inflation. Et puis, si vous voulez aller chercher du rendement sur les obligations, vous pouvez toujours vous retourner vers les obligations d'entreprise, les corporates ou bien les obligations des marchés émergents, mais évidemment avec le risque qui va avec. Alors, si on regarde comment font les pros qui sont investis pour les retraites. Les plus gros fonds de retraite aux États-Unis et ceux qui sont souvent les plus réputés, ça va être les fonds américains des universités. Par exemple, l'université de Yale gère 312 milliards de dollars de retraite. Et ils n'ont que 6% en cash et en obligations dans leur portefeuille. En fait, leur plus grosse position, et on voit les targets ici pour 2021, ça va être dans des hedge funds ou bien du private equity. Alors c'est sûr, c'est compliqué pour un particulier aujourd'hui de copier ce type de portefeuille. Il est quasiment impossible d'investir dans un hedge fund. Le private equity, c'est possible mais compliqué. Mais il faut avouer que c'est quand même relativement facile aujourd'hui d'investir dans plusieurs classes d'actifs pour un particulier. On a toujours l'immobilier papier qui est très accessible. On a les matières premières au travers d'ETF ou plutôt d'ETP, mais c'est quasiment la même chose qui sont accessibles. On a bien sûr les métaux précieux comme l'or, etc., etc. Alors ça fait très longtemps que je trouve que les politiques des banques centrales, elles sont complètement aberrantes et très dangereuses. Et une de ces raisons, alors il y a plusieurs raisons, notamment monétaires, mais une de ces raisons, c'est le fait que ça pousse tous les investisseurs professionnels et encore plus particuliers à sortir de tout un segment qui était relativement sûr, enfin tellement sûr qu'on les appelait des actifs sans risque, qui sont les obligations d'État, pour aller vers les actions, l'immobilier et pour certains les crypto-monnaies. Et donc on a toute cette masse d'investisseurs qui est investi dans des actions qui sont quand même très fortement valorisées, dans l'immobilier qui est aussi très fortement valorisé, et dans les crypto-monnaies qui ont rebaissé, mais qui sont quand même à des niveaux relativement importants. Et c'est ça qui est très frustrant aujourd'hui pour un investisseur, c'est qu'on se retrouve avec des classes d'actifs qui avant étaient plutôt décorrélées, on va dire actions, obligations, matières premières, immobilier, etc., qui sont maintenant totalement corrélées, qui bougent totalement ensemble, et qui sont donc à des niveaux tous de valorisation qui sont extrêmement élevés. Donc on a l'impression d'avoir un peu les mains liées et de plus avoir le choix du niveau de risque qu'on veut prendre. Donc en gros, c'est soit du cash, soit des actifs risqués, et on a perdu toute une partie en fait d'investissement qui était dans cette zone intermédiaire où on pouvait quand même avoir du rendement sans risque ou à très peu de risque. On est donc dans une situation qui pour moi est assez difficile, je trouve, pour les investisseurs, parce que dès qu'on essaye de chercher en dehors des actions, finalement on fait un petit peu le tour et puis on retourne sur les actions parce que ça reste quand même la classe d'actifs qui a le plus de potentiel à long terme, mais on a toujours cette interrogation à court terme de ce que vont faire les banques centrales, de ce que va faire l'inflation, et on a l'impression qu'on n'a un peu aucune échappatoire. Et vous maintenant, dites-moi comment vous faites pour bien gérer votre risque avec d'un côté du cash qui non seulement ne rapporte rien, mais coûte même avec l'inflation qu'on voit en ce moment, et de l'autre côté des actifs risqués qui sont tous à des niveaux de valorisation élevés, je le répète, que ce soit les actions, l'immobilier, les cryptos, etc. On a l'impression qu'on n'a pas d'alternative à tout ça. Voilà pour aujourd'hui. Merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de cliquer sur la petite cloche sur YouTube pour être prévenu des futures vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de ce qui fait beaucoup parler depuis quelques semaines, c'est-à-dire de l'inflation, des taux d'intérêt et de leur impact potentiel sur les marchés boursiers.
Alors, depuis maintenant plusieurs mois et même plusieurs années, il existe deux camps dans le monde financier. Il y a ceux qui croient en un retour de l'inflation et ceux qui n'y croient pas. Parmi les arguments de ceux qui croient au retour de l'inflation, il y a bien sûr en argument numéro 1 l'afflux de liquidités des banques centrales, mais aussi des plans de relance massifs, notamment celui de Biden. Donc ça, c'est bien sûr le premier argument. On a aussi, à court terme, le rebond économique post-Covid, un rebond qui est mécanique, avec une remontée des prix des matières premières, mais on a aussi des facteurs beaucoup plus long terme. On parle aussi de tensions salariales dans les pays en voie de développement, notamment avec une baisse future de la démographie. On aura peut-être, en tout cas c'est ce qui est anticipé, des tensions salariales sur certains métiers. Et on parle aussi dans les pays développés, Europe, États-Unis, du vieillissement de la population qui va désépargner pour consommer, donc qui va potentiellement pousser les prix vers le haut. Et on a aussi, de la même manière à long terme, les coûts de la transition énergétique. Pour ceux maintenant qui pensent que l'inflation restera basse, les arguments sont principalement que tous les facteurs inflationnistes sont des facteurs très court terme, sont vraiment conjoncturels, c'est ceux liés à la reprise Covid et qui ne vont pas durer. On va avoir une petite reprise de l'inflation pendant quelques mois, mais ça va vite se terminer. En fait, leurs arguments, c'est que les anciennes théories économiques, elles ne marchent plus et qu'en fait, il y a plus de lien entre injection de liquidités et hausse des prix, contrairement à ce que disaient les monétaristes, ou bien par exemple qu'on peut être au plein emploi sans hausse des salaires, contrairement à ce qu'on apprenait à l'école avec la courbe de Phillips. Et un des gros arguments pour dire que les prix ne vont pas réaugmenter, c'est l'augmentation de la productivité qui est amenée par la technologie qui va continuer à faire baisser les coûts de production. Alors pour lutter contre l'inflation, le remède depuis toujours, c'est d'augmenter les taux d'intérêt à court terme, et ça c'est le boulot des banques centrales. Enfin, c'est un boulot qu'elles ne font plus depuis longtemps, puisque l'inflation a disparu des radars depuis des années. On est bien loin des 2% d'inflation cible, et les banques centrales, elles peuvent booster l'économie en laissant les taux d'intérêt au plancher sans crainte de l'inflation. Enfin ça, c'était jusqu'à il y a quelques semaines, puisque l'inflation est redevenue au centre des préoccupations du monde financier. Alors la Fed avait prévenu qu'elle pouvait laisser filer l'inflation au-delà de 2% temporairement, donc ils ne sont pas obligés de réagir non plus au quart de tour. Mais voilà, la solution pour lutter contre l'inflation, c'est donc la hausse des taux court terme. Alors jusqu'en février, le consensus était clairement du côté de la disparition de l'inflation. Quand on entendait parler des économistes, des gérants, ils ne voyaient vraiment pas l'inflation comme un problème, donc ils ne voyaient aucune menace sur les taux, ils voyaient les taux bas de manière quasi éternelle, ce qui justifiait des valorisations très élevées pour les actions, pour les obligations ou bien pour l'immobilier. Mais très rapidement, on l'a vu, les anticipations ont changé. Les différents intervenants voient maintenant un risque sur l'inflation et ça s'est directement retranscrit dans les taux longs, surtout les taux américains qui sont repartis à la hausse. Et le camp des inflationnistes devient maintenant le plus nombreux. Alors si on écoute un petit peu ce qui se passe, on nous dit qu'on aurait le choix entre un scénario catastrophe qui serait un scénario de hausse des taux et puis un scénario beaucoup plus rose de maintien des taux bas. Et en fait, c'est pas vraiment mon point de vue. Ça fait bien longtemps que j'espère un retour à une courbe des taux plus normale. Je pense que ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde et je continue de penser, ça fait maintenant longtemps que je le dis, que les taux actuels, les taux maintenus à zéro, voire en dessous de zéro par les banques centrales, c'est vraiment dramatique. Et puis ça a un impact aussi sur les taux longs. Le quantitative easing a aussi un impact sur les taux longs et que pour moi c'est vraiment une catastrophe pour l'économie. Alors pourquoi ? J'ai listé quelques raisons, mais si je me creusais un peu la tête, j'en trouverais, je pense, beaucoup d'autres. Alors d'abord, ces taux bas, ils maintiennent des projets ou des entreprises qui seraient non viables autrement, avec des taux un peu plus normaux. On a les fameuses entreprises zombies qui seraient déjà en faillite si les taux remontaient un tout petit peu, mais on a aussi des projets au sein des entreprises qui ne seraient pas viables, mais forcément, quand on peut emprunter de l'argent gratuitement, dès qu'on a un projet qui rapporte un minimum d'argent, finalement, il vaut le coup, il vaut même le coup en s'endettant. On le voit aussi dans le private equity, on le voit dans les startups, finalement, n'importe quelle startup presque devient viable quand on peut avoir de l'argent qui est gratuit. Autre problème de ces taux bas, ils incitent à trop d'endettement, et ça on le voit partout, on le voit du côté des États, on le voit du côté des entreprises, on le voit du côté des ménages. Donc on a un endettement qui est massif dans ces trois catégories, État, entreprise, ménage, et c'est ce qui fait qu'on a une économie qui est de plus en plus fragile. Ces taux bas, ils obligent aussi à surpondérer les revenus futurs
par rapport aux revenus présents. On s'intéresse donc plus qu'aux entreprises de croissance. Ça, c'est pour un aspect que j'expliquerai un petit peu plus tard, mais que j'ai déjà expliqué dans les vidéos. On a aussi une perte de confiance dans les monnaies. Alors, une perte de confiance qui n'est pas encore réellement là, mais on sent qu'elle est un petit peu sous-jacente. Et puis, on voit bien que voilà, tous les investisseurs dans le Bitcoin le savent, ou dans les crypto-monnaies en général. On est en train de rechercher, beaucoup de personnes sont en train de rechercher des alternatives aux monnaies fiat, parce qu'ils voient bien qu'on ne peut pas en créer éternellement sans qu'elles ne perdent de valeur. Autre souci, c'est que ces taux bas, ils privilégient très fortement les hauts patrimoines, parce que ce sont eux qui peuvent s'endetter facilement, ce sont eux qui ont déjà beaucoup d'investissements, ce sont eux qui ont profité de la hausse de tous les marchés financiers, marchés immobiliers, l'art, etc., alors que de l'autre côté, les salaires, notamment les plus faibles, ne progressent plus depuis longtemps. Et un point qui concerne aussi surtout les investisseurs, c'est qu'avec les taux bas, il est impossible de diversifier. En fait, les actifs sans risque ne rapportent plus rien. Tout ce qui est actif refuge aussi rapporte rien. On est incité à tout mettre dans les actifs risqués et qui sont fortement corrélés entre eux, que ce soit les actions, le Bitcoin, les obligations à haut rendement, l'immobilier, etc. Tous ces actifs-là nous donnent en fait une espèce de fausse diversification. Donc vous voyez, vous l'avez bien compris avec cette liste-là, que je vois plutôt une hausse des taux long terme d'un bon œil. Alors bien sûr, il y a des risques. Le premier risque, c'est que ça fasse baisser les valorisations des entreprises. Alors je vous le rappelle, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet, pour valoriser une entreprise, on va prendre ses flux futurs. Donc suivant les méthodes, on peut utiliser ses dividendes futurs, ses cash flows futurs ou bien ses résultats futurs. Et puis on les actualise, c'est-à-dire qu'on les ramène en euros ou en dollars d'aujourd'hui. Le principe, c'est d'utiliser un taux d'actualisation qui est très fortement basé sur les taux d'intérêt, et on va ramener donc ça en dollars d'aujourd'hui, et plus les taux sont bas, plus les revenus futurs sont quasiment valorisés de la même manière que les revenus actuels, et plus les taux sont élevés, plus on privilégie les revenus présents ou des prochaines années, les revenus court terme par rapport aux revenus long terme. Et si on anticipe donc une hausse des taux plus élevés, la valorisation va baisser, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors j'utilise le fichier Excel de Damodaran, que vous pouvez trouver sur son site internet. J'en avais déjà parlé, je ne sais plus, début janvier, où on avait fait une valorisation du S&P 500. Je vais reprendre l'exemple du S&P 500, donc de l'indice américain. J'ai mis à jour ici les prévisions de revenus pour le S&P 500 pour 2020, 2021, 2022, donc ils sont un tout petit peu plus élevés que la dernière fois. J'avais la dernière fois utilisé un taux sans risque à 1% à court terme et 2% à long terme. Et j'avais trouvé une valorisation, que le S&P 500 était survalorisé. Si je prends le S&P 500 aujourd'hui, il apparaît comme étant surévalué de 10%. On voit que les taux longs, les taux 10 ans américains sont passés plutôt autour de 1,50. Donc si on fait le test, on met 1,50 ici pour voir ce que ça donne en termes de valorisation, et on voit qu'en fait, ça fait extrêmement peu bouger la valorisation. On est passé de 10,1% de surévaluation à 10,8%. Là, j'ai uniquement passé les taux court terme, donc de 1 à 1,5%. Si je passe maintenant à 2%, on voit qu'on passe à une survalorisation de 11,5%. Donc c'est pas non plus monstrueux. Si après, j'augmente le taux sans risque après 5 ans et que je le passe lui à 3%, là effectivement on tombe sur une survalorisation du S&P de 18%, ce qui est beaucoup, mais on a pris quand même des hypothèses beaucoup plus agressives dans taux court terme qui passerait à 2%, on n'est que 1,5% pour le moment, et puis avec un taux après 5 ans qui passerait à 3%. Donc on voit que finalement, l'impact des taux sur la valorisation de l'indice, c'est pas ce qui est le plus inquiétant. Pour moi, le risque le plus important, c'est surtout un risque de rotation des actions vers les obligations. Les investisseurs, ils ont traditionnellement une répartition 60% en actions et 40% en obligations. Alors si vous êtes investisseur depuis peu de temps, ça peut vous paraître bizarre parce que ça fait bien longtemps que les portefeuilles sont extrêmement surpondérés sur les actions depuis que les taux sont manipulés par les banques centrales, depuis qu'elles rachètent toutes les dettes long terme des États et que les taux sur ces fameuses obligations d'État sont quasiment à zéro. Il y a ça a déserté beaucoup de portefeuilles, mais voilà, la norme, historiquement, ça a été le fameux 60-40, 60% actions et 40% obligations. Donc si on avait une hausse rapide des taux, ça pourrait inciter les investisseurs à retourner sur des portefeuilles beaucoup plus mixtes, actions-obligations. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si les taux remontent rapidement, et ça ferait vraiment mal au marché actions.
Parce que là, on ne parle pas d'une petite différence de quelques pourcents en termes de valorisation, on parle d'énormes flux vendeurs avec des portefeuilles qui passeraient potentiellement de 90-10, 90% actions, 10% obligations, à peut-être 80-20, 70-30, donc vraiment des flux énormes qui sortiraient des marchés actions. Et pour que ça n'arrive pas, plutôt, une seule solution, c'est que la hausse des taux soit lente. Parce que le problème, c'est pas la hausse des taux en elle-même, comme je l'ai expliqué, je pense même qu'elle est souhaitable, mais il faut, pour que tout se passe bien, qu'elle soit lente. Parce que si elle est trop rapide, si on passe par exemple de taux américains 10 ans de 1% à 1,5% comme maintenant, puis à 2 et 3, si on est à 3%, on va avoir une rotation claire des actions vers les obligations. Si elle est beaucoup plus lente, ce que vont faire les investisseurs, c'est qu'ils vont attendre, parce que qui dit hausse des taux dit baisse des obligations, donc ils ne vont pas se précipiter pour acheter des obligations qui sont amenées à baisser dans les prochains mois. Ils vont attendre une stabilisation des taux à des niveaux un peu plus intéressants. Donc oui, si la hausse des taux est lente, les bourses baisseront, mais finalement pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Alors ce qui est important de surveiller maintenant, c'est pas forcément le niveau des taux. J'ai envie de dire que les taux, si on revient sur des taux un petit peu plus logiques, on va dire autour de 2%, c'est plutôt une bonne chose pour le marché à très long terme. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est la vitesse de remontée sur ces niveaux-là. Si la vitesse est très élevée, alors on aura un gros risque de fuite des actions pour retourner vers ces actifs sans risque. Voilà, toujours intéressant parfois de prendre un petit peu de recul pour avoir une vision un petit peu macro. Surtout, moi j'aime bien régulièrement retourner sur des calculs de valorisation comme je viens de le faire là sur le S&P 500. Ça permet aussi de garder un petit peu les pieds sur terre. Ça permet aussi de se rappeler que oui, les taux sont importants, mais ils ne font pas tout non plus dans une valorisation. Il ne faut pas oublier que les résultats des entreprises, notamment les entreprises américaines, sont plutôt bons, voire même très bons. Donc aujourd'hui, j'ai plus un problème sur le marché action de flux, j'ai plus peur de flux sortants sur les marchés actions que vraiment d'un problème de valorisation, à part bien sûr sur les valeurs de croissance, les valeurs qui sont basées, dont la valorisation est vraiment basée à 100% sur des revenus très lointains. Comme je l'ai expliqué, là pour le coup l'impact des taux va être beaucoup plus important. Et puis on a quelques niches dans les marchés boursiers comme les bancaires qui elles sont favorables à des taux plus élevés puisqu'elles prennent leur marge sur les taux, donc plus les taux sont élevés, plus elles peuvent marger dessus. Donc on a comme ça des petites niches. Impact très négatif sur les entreprises de croissance, à très forte croissance, impact plutôt positif de la hausse des taux sur les bancaires. Mais si je prends vraiment le marché en général, on voit que la hausse est plutôt modérée en termes de valorisation, mais attention, danger sur les flux sortants. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.